Et ouais, moi je dis. Et c'était quoi ta première réaction? J'ai quelqu'un de même. Ah bah c'est ça. Et ouais, faut que je te dise un truc. Inès et Margot vous présentent un podcast sans jugement. Bonjour. Coucou à tous et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler de... L'endométriose et l'adénomiose. Donc pour mettre un peu en contexte, vous vous demandez sûrement pourquoi on a décidé de parler des deux maladies en même temps. Et la réponse est assez simple. L'endométriose, maintenant sur les réseaux, on en parle de plus en plus. Il y a pas mal de personnes qui vulgarisent un peu cette maladie et qui parlent de leur quotidien. Mais l'adénomiose, je pense que peu de personnes la connaissent et elle est très peu connue. Alors que c'est la petite sœur de l'endométriose parce qu'on l'appelle aussi l'endométriose interne. Donc c'était intéressant de parler des deux en même temps. Voilà, et aujourd'hui on se retrouve donc avec une invitée, Olivia, qui va nous raconter un peu son parcours à travers les diagnostics et aussi maintenant comment elle le vit parce qu'elle est atteinte donc des deux maladies, l'endométriose et l'adénomiose. Et donc du coup on trouvait ça super intéressant de vous partager un peu son récit pour celles et ceux plutôt celles du coup, qui se sentent en accord, qui se ressentent, qui l'ont vécu aussi et qui peuvent en fait un peu s'identifier. Donc du coup voilà, Olivia qui va se présenter en quelques mots. Alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Olivia, j'ai 22 ans, je suis diététicienne et apprentie en dernière année de préparatrice en pharmacie. Et donc je suis ici pour vous parler de mon parcours de vie d'endométriose et d'adénomiose. Donc du coup, pour une brève un peu définition de l'endométriose se caractérise par un développement du tissu semblable à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Et elle peut se caractériser donc par des douleurs au bassin et des difficultés à tomber enceinte. Donc l'endométriose, ça peut apparaître dès les premières règles et durer jusqu'à après la ménopause, jusqu'à à peu près la ménopause, périménopause. Donc il faut savoir que c'est quand même une maladie qui dure donc la majorité du temps de vie d'une femme. Donc c'est quand même très intéressant de venir la traiter, sinon ça fait un parcours de vie un peu plus compliqué. Et il faut savoir qu'il n'existe actuellement pas de remède pour l'endométriose, mais en fait tous les traitements visent généralement à diminuer les symptômes ou à éviter sa progression. Et donc du coup, il est important en fait de faire un diagnostic précoce et très tôt. C'est pour ça que maintenant la parole s'est beaucoup vulgarisée parce qu'en fait, plus on prend la maladie tôt, plus on réduit ses effets sur les symptômes et son avancée. Donc l'endométriose va faire en fait une réaction inflammatoire chronique qui peut engendrer donc des formations de tissus cicatriciels, des amas de tissus et des fibroses dans le bassin et d'autres parties du corps. Donc on va avoir plusieurs types d'endométriose. On va avoir l'endométriose superficielle et localisée qui en fait vraiment généralement c'est aux alentours de l'utérus. Le kyste ovarien endométriosique, je le lis pour vraiment pas faire de bêtises, localisé donc dans les ovaires. Et ensuite, l'endométriose profonde localisée dans le septum recto-vaginal, la vessie et le rectum. Et dans des cas rares, on va avoir les lésions qui vont se propager hors du bassin. Et dans ces cas-là, c'est un petit peu plus compliqué déjà en manière générale. Et au niveau des pourcentages, on se demande souvent combien de personnes ça touche. Moi, je sais que dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes qui sont touchées par l'endométriose. Pas l'adénomiose, mais l'endométriose. Mais il faut savoir que ça touche près de 10% des femmes, donc soit 190 millions de personnes dans le monde. Donc ça touche un gros pourcentage de la population. Et du coup, Olivia, ça a été découvert quand et comment en fait l'endométriose pour toi ? Alors j'ai été diagnostiquée il y a 2 ans par une IRM pelvienne. J'ai eu de la chance parce que le diagnostic, il s'est fait dès le premier examen clinique. Je sais qu'il y a des femmes qui attendent beaucoup, qui traversent beaucoup d'errances médicales. Et donc, la première fois que j'ai été diagnostiquée, ça a été donc endométriose sur le ligament utérosacré et adénomiose. J'ai été diagnostiquée en même temps. Puis après, j'ai fait d'autres examens il n'y a pas très longtemps et on a vu que la maladie avait évolué. Donc j'en ai au niveau du vagin, j'ai un kyste au niveau de l'ovaire, j'ai un nodule au niveau du rectum et après j'en ai toujours au ligament hétérosacré et j'ai toujours de l'adénomiose. Et j'en ai aussi sur le ligament rond. Donc franchement, ça va un peu partout. De toute façon, l'endométriose, ça peut aller partout. C'est pour ça que c'est difficile à diagnostiquer et c'est pas... la grandeur de l'endométriose qui fait la douleur.
C'est aussi pour ça que c'est très compliqué à diagnostiquer chez une femme. Bah, en vrai, c'est très intéressant ce qu'elle a dit parce que c'est vrai que c'est pas en fonction de comment la maladie est propagée qu'il y a la douleur, parce que la douleur est vraiment propre à chaque femme. Mais il est vrai que ça donne une petite idée quand même de l'ampleur de la situation et de comment la maladie a évolué dans le temps, quoi. Non, oui, c'est ça. Mais c'est vrai que pour connaître un peu Olivia, c'est vrai que depuis toujours, elle avait vraiment des douleurs mais atroces. Je pense qu'elle en parlera après. Et c'est vrai que quand elle a eu le diagnostic, ça lui a fait du bien de savoir. Et surtout que avec le temps, oui, elle en a de plus en plus, quoi. Ouais. C'est vraiment, ça fait que évoluer. Mais pourtant, elle se fait traiter. Enfin, c'est un truc que tu peux pas forcément traiter. Mais c'est vrai qu'elle en souffre beaucoup. Ouais, j'imagine. Bah, du coup, au niveau des symptômes, cette maladie chronique est associée à donc, des douleurs aiguës, un peu comme tu disais, et perturbantes, donc, notamment au moment des règles. Donc c'est vrai que c'est un peu un point, un drapeau rouge à savoir. Et pendant les rapports sexuels ou au moment d'aller aux toilettes, donc déféquer ou d'uriner. Et ça fait en fait des douleurs pelviennes chroniques, donc des ballonnements, des nausées, de la fatigue, et parfois on peut aller jusqu'à de la dépression, de l'infertilité et de l'angoisse. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui prend vraiment, qui englobe et qui impacte énormément donc la qualité de vie. Et du coup, Olivia, quels étaient les premiers symptômes que tu as remarqués et comment ils ont impacté ta vie de tous les jours avant le diagnostic? Symptômes, ça a commencé très jeune, donc dès la première fois que j'ai eu mes règles, donc vers 11 ans. Donc je me plaignais déjà pendant 2 semaines que j'avais mal au ventre, que je sais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ma mère m'avait dit que j'allais sûrement avoir mes règles. Elle m'avait expliqué ce que c'était, mais j'avais une grande sœur, donc je savais ce que c'était, mais j'étais pas plus inquiète que ça, quoi. Enfin, je m'étais dit, ok, bon, ça fait partie de la vie, quoi. Sauf que je pensais pas que ça allait se passer comme ça. C'était en septembre, je m'en rappelle parce que le soir, je devais aller à l'anniversaire de Inès. Ma mère voulait pas que j'y aille, justement, parce que c'était un épisode très traumatisant. Donc c'était l'après-midi, j'étais chez mes parents à la piscine avec des copains à eux. Voilà. Sauf que je suis sortie de la piscine et j'ai eu mes règles, une flaque de sang s'est écroulée par terre. Et c'est comme ça que j'ai eu mes règles, donc franchement pas très agréable. Et donc au niveau des symptômes, douleurs prémenstruelles, douleurs menstruelles, règles hémorragiques et douleurs pendant les rapports. Après ça aussi, ça s'est expliqué parce que j'avais une bride vaginale. Ça s'appelle un diaphragme vaginal, mais c'est carrément une bride. C'est une excroissance au niveau du vagin. Enfin, pour faire simple, c'est comme si on avait un hymen beaucoup trop épais qui casse pas lors de la première fois. Enfin, on est obligé de se faire opérer. Voilà. Et après le diagnostic, je me suis rendu compte que j'avais d'autres symptômes, mais en fait, je faisais pas le lien que c'était avec ça. Parce que déjà, je savais pas à 11 ans ce que c'était l'endométriose. Je l'ai su plus tard ce que c'était. Et puis même, je suis après faire le lien. J'ai troubles digestifs, fatigue chronique, ça, c'est vraiment dur à gérer. Et douleurs lombaires, cervicales, c'est compliqué aussi, mais ça c'est avec le travail que c'est plus compliqué. Ouais, du coup, vraiment, comme elle dit, en fait, les impacts sur la vie sont colossales et on s'en rend pas forcément compte, mais avec une fatigue chronique, de manière générale, c'est beaucoup de, en fait, prendre sur soi, se forcer à faire des choses parce que t'es sans cesse fatigué et c'est... Enfin, franchement, j'imagine même pas parce que c'est vrai que c'est très prenant. Ouais, mais c'est surtout aussi par rapport aux autres. Parce que comment toi t'expliques que t'as de l'endométriose et que t'as de la fatigue chronique, la plupart des gens ils comprennent pas. Surtout jeune. Et surtout jeune, parce que comme t'es jeune, normalement t'as pas à te plaindre d'être fatigué. Et ça c'est vrai qu'au travail ça doit être méga dur, quoi. Les impacts, oui, c'est ça diminue la qualité de vie. Tu peux des fois ne pas aller travailler carrément ou aller étudier, donc c'est vrai que c'est quand même très complexe. Et moi, j'ai une amie qui justement a été dans le flou médical sur ça et qui pendant des années, elle comprenait pas et tout le monde était un peu là, oh, mais elle exagère sûrement, enfin, elle est toujours avec un truc. Et en fait, quand elle a été diagnostiquée, il y a eu beaucoup de choses qui ont été diagnostiquées au même moment et ça a beaucoup expliqué un peu tout ce qu'elle avait et le pourquoi du comment, quoi. Et c'est vrai que, comme elle a dit Olivia, genre c'est très juste quand t'as enfin des mots qui sont posés sur ton diagnostic, tout est très différent parce que tu sais enfin que non, t'étais pas folle, que oui, tes symptômes ils sont vérifiés, que,
c'est horrible d'être dans ce flou médical où tu sais même pas que t'as de la fatigue chronique, ou tu sais même pas que peut-être t'as des ballonnements, dépression, etc. Parce qu'en fait, juste on te l'a pas diagnostiqué. Non, Donc c'est le plus chiant. Et au niveau en fait des autres impacts, comme elle a dit, généralement quand t'as des douleurs pendant tes rapports sexuels, ça fait partie, donc même si elle c'était dans un cas un peu extérieur, ça fait partie des symptômes, et du coup en fait la qualité de la vie sexuelle de la personne est complètement impactée, et celle de son conjoint, obviously. Et du coup, difficulté aussi à avoir des enfants, et du coup ça a un aspect aussi psychologique extrêmement fort, comme on a dit. Donc voilà. Au niveau des diagnostics, comme on a dit, il y a un petit flou médical. Mais généralement, ce qu'on regarde, c'est les syndromes prémenstruels et menstruels. Donc il y a aussi plusieurs outils de tests de dépistage qui ont été proposés et mis à l'essai, mais aucun n'a été retenu vraiment pour dire « Ok, celui-là, il marche, si aussi ». Non. Généralement, c'est « Ok, on va faire un ensemble de plein de choses et on va dire « Ok, vous avez probablement l'endométriose ». Mais donc le diagnostic est tel quel est généralement compliqué. Donc, dans son cas, ça a été fait plutôt rapidement, ce qui est cool. Mais donc du coup, voilà. Et l'endométriose provoque souvent, donc on va regarder les symptômes. Et généralement, les mettre bout à bout, les symptômes, est difficile. Donc du coup, c'est ce qui fait un diagnostic tardif. Mais généralement, ça arrive, le diagnostic. Et pour mieux détecter l'endométriose ou l'endométrium ou les amas de tissu, on va faire une échographie ou une IRM. Donc image à résonance magnétique. Et après, on va faire des examens histologiques, donc on vient prélever un bout de la muqueuse, où c'est réalisé généralement à la suite d'une visualisation chirurgicale ou laparoscopique, pouvant servir du coup à confirmer le diagnostic, et en particulier dans le cas des lésions superficielles, donc qui sont plus courantes. Et du coup, Olivia, comment s'est passée ta recherche de solutions médicales, et as-tu l'impression que les médecins comprennent bien en fait ce que tu vivais ? Donc c'est vrai qu'en fonction de l'âge et du traitement entre guillemets que j'avais, ça n'a pas impacté ma vie de la même manière. Donc on va dire que de mes 11 ans à mes 16 ans, j'avais pas de règles régulières. Les premiers et troisièmes jours étaient compliqués, c'est-à-dire que souvent j'avais tellement mal, surtout le premier jour, des fois j'allais pas à l'école, c'était pas possible. Genre, j'avais tellement mal que je vomissais, je perdais connaissance. Enfin, c'était assez hard quand même. Après, de mes 16 ans à 19 ans, j'ai pris une pilule œstroprogestative. Je précise parce que quand on a l'endométriose, il faut pas d'œstrogène. Mais on savait pas. Donc, on m'avait mis ça, première pilule, on s'est dit, allez, on y va. Alors, j'avais un peu mal, mais ça allait. Enfin, en vrai, c'était supportable. J'avais toujours mes règles, enfin des règles entre guillemets. Après, j'avais pris beaucoup de poids, puis j'étais assez déprimée. Après, c'était une période assez compliquée aussi. Mais déjà, on savait que les hormones et moi, on s'aimait pas trop, quoi. Après, j'ai arrêté, parce qu'en fait, ça me servait à rien. À part pour la douleur, mais enfin, j'ai dit c'est... De mes 19 à 20 ans, j'ai arrêté la pilule, j'avais rien. Je me souviens, j'avais mal, mais je crois que ça allait, genre, je gérais. Après, de mes 20 ans à mes 21 ans et demi, j'étais sous pilule progestative. Donc, après être diagnostiquée, on m'a directement mise sur pilule progestative. Donc, j'avais plus mes règles, c'était une pilule en continu. Alors voilà, j'ai pris beaucoup de poids. Ça, c'était vraiment un enfer. Après, on va dire que pendant un an, parce que du coup, pendant 1 an et demi, je l'ai prise. Pendant 1 an, ça allait, mais très bien. Franchement, j'avais pris du poids. Mais à la limite, je m'en foutais. Juste, j'avais pas mal. J'avais jamais mes règles. Franchement, trop cool. Et les 6 derniers mois, j'avais mal tous les jours. Mais personne ne me croyait en plus. C'est ça qui était compliqué. C'est que quand je disais que j'avais mal tous les jours, les professionnels de santé me disaient « Oh, mais c'est pas possible ». Et si, sauf que mal tous les jours, franchement, ça fait déprimer. Tu peux rien faire, t'as mal tout le temps, tu lèves le petit doigt, tu te plies en deux parce que t'as mal. Franchement, je souhaite à personne, parce que c'est très fatigant mentalement, physiquement, c'est horrible. Donc, j'ai décidé de l'arrêter, sans consulter personne, parce que tout le monde me disait non, faut pas l'arrêter. Mais moi, j'avais mal, donc j'ai décidé de l'arrêter. Je conseille pas, faut toujours avoir l'accord d'un professionnel de santé, mais bon, j'en ai fait un peu comme ma tête. Donc, je l'ai arrêté, j'avais plus de douleur hors cycle. C'était très bien.
à part pendant mes règles, là, c'était horrible. Ça a duré 3 mois, mais c'était 3 règles quand même, du coup. C'était vraiment compliqué à gérer, surtout au niveau du travail, parce que moi, je suis souvent debout. Enfin, je suis tout le temps debout, en fait. Donc, puis je fais plein de choses. Donc, franchement, c'était pas gérable. Même en prenant des médicaments pour calmer la douleur, c'était compliqué à gérer. J'avais des règles très hémorragiques, c'est-à-dire que toutes les 30 minutes, les 2 premiers jours, je devais aller me changer. C'est pas possible non plus, quoi. Donc, voilà. Et donc là, ça fait 2 mois, je crois. Ouais, ça fait 2 mois que j'ai un stérilet à hormones, du coup, progestatif. Donc la pause était très compliquée parce que, comme je l'ai dit, j'ai de l'endométriose dans le vagin et du coup l'adénomiose qui fait que la pause était un enfer. J'ai cru que j'allais mourir, mais c'est posé. Et puis là, ça va. Ça va. Enfin, de toute façon, il m'a dit qu'il faut attendre 3 mois en fait pour voir les réels effets de la pause, quoi. Enfin, le temps que ça se mette en place. Donc on verra. Parce qu'au début, moi, j'étais pas pour avoir d'autres hormones, sauf que j'ai vite compris que j'avais pas le choix, entre guillemets, que le seul traitement, entre guillemets, c'était les hormones. Donc, pas le choix. Je suis sous stérilet hormonal. Bah, du coup, c'est vrai que comme elle expliquait, on peut pas avoir trop d'œstrogènes pour en tout cas l'endométriose. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à ce qu'on vous prescrit, mais normalement les médecins maintenant le savent. Et c'est vrai qu'au niveau donc, des remèdes, comme on a dit, ça aide vraiment à traiter les symptômes et empêcher la progression, mais pas une cure telle quelle. Et donc en fait, les traitements varient un peu en fonction du désir de la patiente. C'est-à-dire si la patiente veut tomber enceinte ou elle veut vraiment avoir une grossesse dans très peu de temps, on va pas prescrire la même chose comme traitement. Parce que c'est vrai que la majeure partie des traitements sont des traitements type contraceptif. Donc, du coup, on va avoir par exemple tous les médicaments hormonaux tels que les analogues donc, de la GnRH. Donc par exemple, tout ce qui est les méthodes contraceptives pilules, DIU, donc stérilet, hormonaux, toujours hormonaux, pas en cuivre, anneaux vaginaux, implants, injections et patchs. Mais donc du coup, en dehors de ça, en fait, on traite avec des AINS, donc et des analgésiques comme l'ibuprofène, le naproxène pour en fait soulager la douleur. Parce que vraiment, le but, en fait, c'est d'éviter qu'il y ait une sensibilisation du système nerveux central à la douleur. Donc pour éviter qu'en fait notre système nerveux il s'habitue à la douleur et que ça devienne toujours plus compliqué donc de l'éteindre ou qu'en fait on vive sans cesse avec la douleur comme elle le disait et que ça devienne une douleur chronique qui est du coup plus difficile de s'en sortir. Donc il est plus intéressant en fait de éteindre cette douleur dès qu'on le peut pour éviter en fait d'être sans cesse dans ça. Et donc évidemment comme j'ai dit les méthodes ça correspond pas forcément aux personnes qui veulent tomber enceintes et donc du coup en fait on va avoir des médicaments et des procédures liées à la fertilité qui sont parfois utilisées chez des personnes qui ont du mal à tomber enceinte en raison donc de l'endométriose. Et en dernier recours, généralement on l'utilise en dernier recours, c'est l'intervention chirurgicale où en fait on vient éliminer toutes les lésions ou toutes les amas de tissus ou des tissus cicatriciels de l'endométriose pour en fait permettre donc après une implantation, etc. Et donc ça se fait généralement avec une chirurgie, avec une petite caméra qui vient et qui nettoie l'intérieur. Mais donc du coup voilà, c'est à peu près tout. Alors au niveau des médecins qui m'ont suivie, ça a été un peu compliqué. Déjà, le premier médecin à qui je lui en ai parlé, c'était mon médecin traitant de l'époque. Enfin, il allait partir à la retraite, donc je pense qu'il s'en foutait un peu. Il savait même pas ce que c'était l'endométriose. Donc moi j'avais fait quelques recherches mais sans plus approfondir. Enfin je savais que c'était pas normal d'avoir mal comme ça pendant mes règles. Donc j'avais cherché, j'avais vu endométriose, ok. Enfin voilà quoi. Je lui en avais parlé, il m'avait prescrit un scanner qui n'est pas du tout le bon examen. Donc forcément il n'y a rien qui est ressorti de cet examen et il m'avait dit que il y avait rien donc j'allais avoir mal comme ça toute ma vie et fallait que j'attende la ménopause quoi, c'était normal. Très sympa. Donc après, j'ai eu un autre médecin traitant qui m'a prescrit l'IRM, sauf qu'il m'a dit honnêtement qu'il n'était pas calé sur le sujet. Mais à la limite, je préfère qu'on me dise qu'on n'est pas calé sur le sujet pour m'expliquer ce que c'est. Donc il m'avait envoyé voir un gynécologue. Donc j'ai vu un premier gynécologue en libéral
Ça s'est pas du tout bien passé. Franchement, horrible. Après, je suis allée voir un gynécologue pour me faire opérer de cette fameuse bride. Mais il m'a dit que l'endométriose, c'était pas son fort. Donc, super. Après, j'ai vu ma sage-femme, que j'ai toujours. Et là, il y a, je sais pas, ça doit faire depuis août, 6 mois, que je vois un gynécologue dans un hôpital, à Tarbes. Et ça se passe très bien, franchement, il est très compréhensif et tout, mais c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Enfin, même j'avais passé une échographie. Alors déjà, ça aussi, ça devait être une échographie endo-pelvienne. Et j'arrive déjà 2 heures de retard, alors qu'il faut arriver la vessie pleine. Franchement, c'est compliqué. Donc, t'as envie de faire pipi, quoi, mais tu peux pas, tu dois te retenir. Et donc, c'était une personne âgée, quand même. Je pense qu'il devait avoir la soixantaine. Et donc, je vois, il commençait à mettre du gel sur le ventre. Déjà, j'étais dans l'incompréhension. Je lui ai dit non, c'est une échographie endo-vaginale, pas échographie pelvienne. Donc, non. Il m'a dit que c'était pareil. J'avais pas envie de batailler. Et après, il me demande c'est pourquoi que vous faites ça? Je lui dis que c'est pour voir l'évolution de l'endométriose et de l'adénomiose. Ah, mais ça, c'est les maladies à la mode, ça n'existe pas. Donc, comme quoi, c'est parfois compliqué, mais je me rends compte que c'est plus avec les personnes un peu plus âgées et les hommes qui minimisent ces maladies. Et c'est fatigant de devoir se justifier de quelque chose qui existe vraiment. Mais honnêtement, je suis choquée. Non, mais c'est les maladies à la mode. Ça, je pense que c'est trop triste. En vrai, on peut dire ce qu'on veut. Je pense que c'est tombé sur des mauvais médecins à des mauvais moments. Genre, évidemment, tous les médecins sont pas comme ça et tous les médecins âgés ne sont pas comme ça. Mais c'est vrai que... heureusement... En fait, faudrait vraiment avoir des formations vraiment chaque année, quoi, presque. Oui, c'est vrai. C'est pas possible. Genre, en vrai, quand le domaine scientifique, il bouge tout le temps. Il bouge absolument tout le temps. Déjà, nous, on le voit, quand on a commencé notre carrière de kiné, c'était pas la même chose que maintenant. Et ça fait que changer tout le temps, chaque année. Donc, du coup, nous, ça dépend pareil. C'est comme nous, c'est la même chose. Il y en a qui se forment continuellement et d'autres qui non. Et au final, c'est pareil dans les médecins, c'est pareil dans tout le monde médical de manière générale. Mais c'est pour ça que vraiment, si ça ne va pas avec votre praticien, n'hésitez pas à changer. Maintenant, vous en avez tellement. Et sur Doctolib, vous avez tellement d'accès à d'autres praticiens que vraiment, n'hésitez pas à changer jusqu'à trouver en fait celui qui vous correspond. Mais je trouve ça horrible de le moment où tu es en peine, tu souffres, qu'on te dise mais non, mais c'est le truc à la mode. Mais surtout que tu viens faire un examen, t'es pas à l'aise et tout. Et là, le mec, il te dit ça, t'es là en mode mais... Non, mais je trouve ça fou. Ça me fait trop de peine pour elle. Vraiment, c'est pas possible. Et du coup, Olivia, as-tu observé des changements dans tes symptômes au fil du temps? Et si oui, qu'est-ce qui t'a aidé un peu à les gérer? Au niveau des traitements pour gérer les douleurs, en fait, ça a été un peu crescendo. Au début, c'était que Doliprane et Spasfon, chose classique, quoi. Après, j'ai pris de l'ibuprofène, un anti-inflammatoire. Au niveau anti-inflammatoire, je suis un peu plus montée, donc j'ai pris un Tadis, puis après on est allé un peu plus fort, j'ai pris de naproxène. Et puis après, on est passé sur du codoliprane, donc codéine et doliprane. Après, ça marchait plus, donc je suis passée sous Xprime, donc c'est doliprane, paracétamol et tramadol. Sauf que pendant les grosses crises, ça fonctionnait plus, donc j'ai pris que du tramadol. Franchement, c'est compliqué. Ça, après, je sais que j'en prends que quand j'ai très très mal déjà, ou quand je travaille, parce que je suis obligée de rester debout. Je peux pas être pliée en 4, donc j'en prends pour travailler, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que l'effet secondaire, c'est la somnolence, donc après, je suis fatiguée, on dirait un zombie. Franchement, c'est pas la solution. Après, quand je suis chez moi, je mets juste du chaud. Franchement, moi, c'est le truc qui me calme le plus, c'est de mettre une bouillotte et puis basta, quoi. Mais bon, des fois, c'est pas possible. Et après aussi, il faut pas que je stresse. Mais ça, vu que je suis une stressée de la vie, c'est un peu compliqué. Non, mais honnêtement, naproxène et tramadol, vraiment, pour avoir fait juste... mais alors, vraiment des prises, mais très sporadiques comme ça, parce que pour une opération, j'étais vraiment un zombie.
Et je me rappelle que je phasais dans mon canapé pendant des heures. Et même ma mère, elle m'avait dit, non, mais c'est fort, hein, tu sais. C'est fort ce que t'as. Et du coup, j'étais vraiment là en mode, ok, putain, heureusement que c'est que pour cette opération, etc. Mais alors, j'imagine pas si devoir le prendre au travail et faire avec ça. Je te jure que je peux pas imaginer. Mais là, j'ai une question qui me vient. Je me dis, mais il n'y a pas d'études qui sont sorties, mais combien de femmes doivent être addictes à ce produit ? Parce qu'imagine, tu le prends tout le temps et au final, tu perds le compte du... Ah bah, t'en prends. Je pense que forcément, tu as une période de sevrage. C'est comme tous les médicaments. Quand tu te fais opérer en oncologie, c'est le seul truc qui me vient un peu en tête. Pareil, on te prend de morphine, des trucs comme ça. Et pour te défaire que tu sois accro, c'est on retire petit à petit. Et après, on prend quelque chose de plus léger. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps. Et alors, c'est pour ça que vraiment... Olivia, du coup, elle l'a fait pour la pilule, donc c'est pas très grave d'arrêter comme ça d'un coup, mais c'est vrai que pour la plupart des médicaments, n'arrêtez pas de le prendre d'un coup, écoutez vraiment ce que votre médecin il vous dit, s'il vous dit, là, vous alternez tous les 2 jours, c'est pareil, même pour les crèmes, pour l'eczéma, pour l'eczéma, t'es obligé de les retirer petit à petit, parce qu'en fait, sinon, ton corps, il va provoquer l'eczéma pour en réavoir, c'est tout un truc d'addiction qui est super intéressant, mais qu'il faut faire attention et qu'il faut pas prendre à la légère. Et c'est vrai que au niveau des traitements, comme elle a dit, il y avait un peu tout ça et tout ce schmilblick. Mais c'est vrai que chez certaines personnes, on va avoir une modification secondaire du bassin. Et dans ces cas-là, seulement dans ces cas-là, c'est intéressant... Dans ces cas-là, c'est intéressant d'aller voir un kiné, en effet. Et notamment spécialité dans le plancher pelvien. Et en fait, pour travailler un peu aussi la sensibilisation centrale, ce bassin, et par exemple même des traitements complémentaires qui peuvent être bénéfiques en dehors. Mais c'est vrai que par exemple, peut-être que travailler la mobilité pour les ligaments, tout ça, là où il y a en fait de l'endométriose, ça peut être des choses qui seront sûrement dans le futur super intéressantes de investigar. Ouais, donc de faire des études, quoi. De faire des études dans ce domaine-là. Je sais pas si toi, tu en vois beaucoup. Ils disent que le pilates et le yoga, c'est super pour l'endométriose, parce que du coup, t'étires un peu, mais tu muscles l'abdomen profond, et du coup, ça leur fait du bien. Mais c'est vrai que faire de la thérapie manuelle, c'est toujours bien. Moi, il y a une femme aussi qui a de l'endométriose, et ça l'aide pour tout ce qui est douleur, en fait, chronique. Ouais. En fait, au final, toi, en tant que kiné, tu traites les douleurs chroniques. C'est ça. De l'endométriose. Donc du coup voilà, on a fini un peu pour cette partie endométriose et maintenant on voudrait voir du coup, donc parce que Olivia est aussi atteinte comme elle a dit au début de l'adénomiose, et donc du coup est-ce que tu aurais une petite définition à nous proposer pour l'adénomiose ? Oui, alors on va commencer par un petit chiffre. L'adénomiose, c'est vraiment une maladie sous-cotée, c'est super peu connu. Du coup les prévalences, elles n'arrêtent pas un peu de changer, mais 20 à 30% des femmes ou des personnes menstruées sont affectées par cette maladie. Okay. Du coup, l'adénomiose, c'est une affectation gynécologique qui a été décrite pour la première fois ce dernier cycle. Donc ça veut dire que c'est vraiment super récent et qu'avant, je pense peut-être ça devait exister, mais juste il n'y avait pas de nom, il n'y avait rien. Quand on voit déjà qu'on dit que c'est la maladie à la mode, de l'endométriose. Et du coup, alors on l'appelle aussi endométriose interne, tout simplement parce que, comme tu l'as dit, c'est pareil un peu que l'endométriose, caractérisée par des tissus endométriales ectopiques, mais dans le muscle utérin lui-même. Alors que l'endométriose, c'est extérieur. Ok. C'est ça un peu, on verra un peu les différences, mais c'est ça la plus grosse différence avec l'endométriose. Et historiquement, alors, je sais pas, ça m'a fait un peu rire, mais historiquement, l'adénomiose, c'était que pour les femmes enceintes qui avaient eu plusieurs accouchements, donc plusieurs enfants, de plus de 40 ans, qui avaient des saignements anormaux. Et elle pouvait être diagnostiquée être atteinte à l'adénomiose, mais sinon non. C'est-à-dire que quelqu'un de jeune de 20 ans, c'était impossible pour eux qu'elle ait de l'adénomiose. Ok. Donc je trouvais ça assez particulier. Et ça finissait toujours par une chirurgie, on leur enlevait l'ablation de l'utérus. Ouais, ok. Donc assez fun, dis donc. Et à ce jour, il y a 30% des femmes qui sont atteintes d'endométriose qui ont aussi de l'adénomiose. Enfin, de 30 à 60%. Ah oui, donc en fait, ok. Wow. En vrai, c'est un chiffre un peu... Enfin, ça varie vraiment. Ouais, c'est une grosse fourchette quand même. C'est pas, voilà. Ouais, mais ça montre vraiment qu'en fait, il n'y a pas... On sait pas, quoi. Ça montre vraiment qu'il n'y a pas assez d'études de fait, quoi. Non, c'est ça. C'est récent.
C'est pour ça qu'il disait un peu la dernière maladie, parce que c'est vrai que c'est assez récent la parole là-dessus. Non, oui, c'est vrai que c'est assez récent et que souvent les femmes pensent avoir de l'endométriose et en fait ils n'ont pas dit encore qu'elle avait de l'adénomiose et inversement. Les deux maladies peuvent cohabiter ensemble mais l'une sans l'autre aussi quoi. Tu peux les avoir séparément. Quelqu'un qui a de l'endométriose peut avoir que ça et adénomiose aussi. Mais c'est vrai que souvent il y a un peu les deux en même temps. Comme Olivia quoi. T'as le package entier. Ouais. Les pauvres. Franchement les pauvres. Et la physiopathologie de l'adénomiose comme l'endométriose, elle est vraiment peu connue. En fait, on sait rien sur cette maladie. Ouais. Souvent, ils disent problème de récepteurs d'hormones sexuelles. Aussi, tu peux avoir une enzyme dans la matrice extracellulaire qui peut te provoquer ça. Aussi, perturbateur endocrinien. Je pense que ça, c'est notre fléau à nous, maintenant, dans notre société. Et sinon, tout ce qui va être génétique, etc. Mais il n'y a pas une cause connue, quoi. Ok. Ouais, généralement, c'est ça, c'est multifactoriel. Ouais, c'est ça. Et donc, maintenant, je trouve le plus intéressant, c'est la différence avec l'endométriose. Du coup, il y en a deux qu'il faut retenir. La première, c'est la localisation, comme on l'a dit. Comme tu as expliqué, endométriose, c'est en dehors de l'utérus. Et ça peut aller même jusqu'au diaphragme et tout. C'est vraiment, tu peux en avoir partout. Et l'adénomiose, ça va rester dans l'utérus. Et après, la deuxième différence, ça va être les symptômes. Comme tu as dit, comme tu as expliqué très bien, l'endométriose, ça va être des douleurs pelviennes chroniques et aussi beaucoup d'infertilité. Et l'adénomiose, ce qui change, c'est vraiment des règles super abondantes. L'utérus qui va vraiment être plus gros, plus volumineux et beaucoup plus douloureux. Ok. Donc c'est ça. Mais il y a moins d'infertilité qui va avec. Mais bon, je pense que... en fait, généralement, on dit que dans l'endométriose, il y a l'infertilité qui va avec, mais parce que du coup, le fœtus ne peut pas s'implanter dans l'endomètre comme normalement il le ferait. Donc du coup, c'est ça qui crée un peu cette infertilité. Ou alors, il y a un kyste dans l'ovaire qui fait qu'on n'expulse pas les ovules comme il faut. Enfin, c'est de ces choses-là, et c'est pour ça qu'on dit quand on fait une opération pour le quitter, c'est le moment où après, en fait, on peut faire l'implantation. Ouais, c'est ça. In vitro ou autre, enfin peu importe. Mais... C'est ça, et il faut le faire directement après parce que l'endométriose revient tout le temps. Quoi. C'est ça se régénère en fait. Exactement. À chaque cycle. Ouais. Il y avait une femme, d'ailleurs j'ai une anecdote, j'avais une femme en stage, elle avait de l'endométriose, elle avait réussi à avoir 2 enfants, et après elle a dit vous m'enlevez tout. Et du coup ils lui ont tout enlevé, et depuis ça va beaucoup mieux. Non, mais oui. Et c'est vraiment la seule opération que tu te dis bon ok là j'aurais pu d'endométriose, mais sinon elle s'était fait opérer 2 fois, et les 2 fois c'était revenu, mais encore plus quoi. Ouais. Non mais c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais il y en a beaucoup qui font une ablation totale de l'utérus et des ovaires. Ouais. Après voilà, on va pas vous mentir, c'est une opération qui fait un peu mal, enfin qui fait mal. Fait mal. Et c'est super important d'aller vous faire après traiter la cicatrice au fond du vagin. Généralement ils font une suture vu qu'ils retirent donc l'utérus, etc. Ils vous laissent le vagin bien sûr, enfin ça dépend, mais voilà, généralement ils le laissent, et c'est là où ils vont faire une suture au fond, et là c'est très important de venir vous faire traiter la cicatrice pour éviter d'avoir quelques problèmes que ce soit, et vraiment pouvoir être bien et vraiment faire une vie sexuelle et etc. Complète, parce que c'est vrai que sinon c'est retirer un problème et en avoir un autre. Donc vraiment faites-vous traiter la cicatrice à fond une fois que vous faites cette opération, et voilà. Et ouais, surtout aller consulter parce qu'au final t'as un changement hormonal de fou. Oui. Parce qu'en fait du coup t'es ménopausée. Ouais. Enfin oui. T'as plus rien quoi. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de changements. Non, c'est super important de se faire encadrer avec des bons professionnels, donc c'est pour ça, ne le faites pas avec n'importe quel chirurgien. Et ayez des gens autour, donc un kiné ou autre, une bonne gynéco, un bon gynéco ou une bonne gynéco, un bon kiné ou une bonne kiné, mais d'avoir quelqu'un qui en fait vous soit vraiment là et vous guide aussi dans ce processus, parce que c'est vrai que c'est qui se fait de plus en plus. Oui. Alors maintenant, même les personnes qui ont... Enfin, moi, du coup, je le vois pour des femmes qui ont eu des cancers du sein, hormonodépendants, ou autres, qui en fait disent je retire aussi utérus et ovaires parce qu'il y a des risques après d'avoir un impact là-dessus. Donc du coup, elles font complètement retirer et elles s'en portent très bien après. Mais c'est vrai que c'est une opération un peu douloureuse. C'est vrai. Du coup, on a une petite question pour Olivia. Qu'est-ce qui t'a semblé différent avec l'endométriose ? Est-ce que les symptômes pouvaient changer ?
Alors, au niveau de l'adénomiose, ben, comme je l'ai dit, ça a été diagnostiqué en même temps que l'endométriose. Je savais même pas ce que c'était, moi, l'adénomiose. Franchement, on n'en parle pas assez, je trouve. C'est... Mais je pense qu'il y a plein de femmes qui savent pas ce que c'est. Mais après, au niveau des ressentis, je sais pas vraiment le dire. Des fois, je sens que j'ai l'utérus qui se contracte plus. Et je le sens que j'ai mal à l'utérus ou pas aux ovaires ou quoi. Mais sinon, c'est tout. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire dessus parce que il y a même pas grande étude faite sur ça. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué. Déjà que l'endométriose, il n'y a pas assez d'études faites dessus, mais l'adénomiose, franchement, c'est inconnu, je pense, pour la plupart des femmes. Et c'est assez triste parce que je pense qu'en vrai, même vous, en tant que kiné, vous pouvez faire des trucs, je pense, je sais pas. Alors c'est vrai qu'elle a abordé un point très intéressant, c'est que même sur l'adénomiose, on peut faire des choses, de la thérapie manuelle, tu peux mobiliser l'utérus, etc. Et souvent, des fois, ça peut soulager. Ouais, et puis même travailler tout ce qui est... comme tu l'as déjà dit, travailler toute cette zone de toute manière va faire un afflux sanguin. Que vous travaillez un muscle va apporter un afflux sanguin, donc forcément ça va faire que les choses bougent et ça peut forcément que aider, quoi. Je suis d'accord. Après, c'est très propre à chaque femme. Faut essayer. Moi, je trouve, franchement, faut pas mourir con. Et quand on a mal, je trouve essayer plein de choses, sachant que c'est pas forcément trop invasif. Enfin, ça dépend des méthodes, mais il y en a qui sont moins invasifs que d'autres. Mais je trouve qu'il faut essayer, il faut aller s'entourer des bonnes personnes et essayer, quoi. Non, je suis d'accord. Et puis même, pas que se localiser sur la zone pelvique. Ouais, voilà. Pelvique, parce qu'en fait, comme elle a dit avant, je sais pas si vous vous rappelez de ce qu'elle a dit, mais qu'elle avait des douleurs au cervical, au dos, du stress. Et en fait, tout ça, tu peux le traiter aussi. C'est un peu, tu prends la personne en global, quoi. En fait, c'est ça, parce que même si le problème lui-même, on peut pas vous retirer ces parties de la muqueuse inflammée, on peut quand même améliorer vos symptômes. Et en fait, c'est ça le but un peu de cette maladie, c'est d'améliorer les ressentis et les symptômes. Du coup, entourez-vous un maximum, essayez tout ce qui vous plaît et ce que vous pouvez essayer, tant que ça va pas contre les autres traitements, évidemment. Mais vraiment, essayez et jusqu'à ce que vous trouviez la combinaison qui vous va, quoi. Non, je suis d'accord. C'est bien dit, c'est bien dit. Et du coup, pour le diagnostic, je vais pas répéter parce que tu l'as déjà dit et c'est exactement la même chose. Ça nous évitera de répéter la même chose, mais vraiment pareil, tout pareil. C'est faire un IRM ou faire des échos, etc. Et après, c'est vraiment... plus tu as de symptômes, plus tu t'accumules. C'est comme si tu faisais un dossier et à la fin tu dis ok, je crois que c'est l'adénomiose. Mais du coup, il n'y a pas de diagnostic différentiel. Avec l'écho, tu peux voir endo-vaginal. Tu vois vraiment si c'est l'un ou l'autre. Où c'est localisé, en fait. Parce qu'au final, c'est exactement la même chose. C'est juste, on dit endométriose parce que c'est à l'extérieur. Et c'est sur l'endomètre, Ouais, et adénomiose parce que c'est à l'intérieur. C'est juste vraiment la localisation qui change. Ouais, dans le muscle, quoi. Exactement. Ok. Donc, il faut savoir qu'on a 3 types d'adénomiose. Okay. La première, c'est la diffuse. Là, on va trouver qu'un foyer dans le myomètre. Okay. Après, tu as la focale où là, tu vas avoir plusieurs foyers différents. Et l'externe, du coup, c'est quand l'endométriose pelvienne profonde vient infiltrer le myomètre. En gros, c'est quand c'est un peu compliqué à comprendre. C'est quand l'endométriose, comme elle peut aller un peu partout, et là, elle vient dans l'endroit de l'adénomiose. Et en fait, c'est un mélange de tout. Ok, donc c'est une fusion des deux. Voilà, c'est ça. Voilà. Et on l'appelle externe. C'est un nom un peu... un peu bizarre, quoi. Et aussi, ce qui est super important pour le diagnostic, c'est les symptômes pour l'adénomiose. Donc, des règles qui durent plus de 7 jours. Okay. Des règles super douloureuses. Des règles super abondantes. Ça, c'est des signes d'adénomiose. Ok. C'est vraiment avec ça, souvent aussi, qu'ils arrivent à poser un diagnostic, quoi. Parce que c'est ça qui diffère un peu de l'endométriose. Ok. Même si ça reste un peu flou, en vrai. C'est vrai que c'est dur à diagnostiquer. C'est vrai que moi, justement, j'avais des amies qui, dans leurs symptômes, elles décrivaient vraiment, par exemple, comme si les jambes étaient coupées. Ouais. Qu'elles n'avaient plus rien au niveau des jambes. Ok. Donc, c'est vraiment des choses assez trash. Enfin, faut pas se dire que... Voilà, parce que généralement, quand on est jeune, on a des règles plus abondantes qu'après, notamment vers les 23, 24, ça se calme, c'est moins abondant que vraiment quand on est très jeune.
et c'est moins douloureux aussi. Enfin, tout se calme un peu parce que je pense quand on est plus jeune, on a les hormones qui... Mais... Donc vraiment, dites-vous que c'est vraiment des grosses douleurs, genre c'est pas les douleurs qu'on peut avoir quand on a des règles classiques ou de temps en temps on a mal parce qu'on a une hygiène de vie moins ouf. C'est vraiment des grosses douleurs où vous avez vraiment cette sensation de jambes coupées, vous vomissez de douleur comme elle expliquait, enfin c'est des choses qui sont très trash, genre vraiment faut se rendre compte que c'est très handicapant et il faut pas du tout le minimiser quoi. Non, je suis d'accord. Et du coup, au niveau des traitements, ça va être aussi, on va pas se répéter comme l'endométriose, mais j'ai une anecdote, non, une fun fact un peu sympathique. C'est qu'avant, ce qu'ils faisaient, c'était qu'ils injectaient des petites boules de gel dans les artères utérines pour éviter le saignement et pour éviter d'avoir de l'adénomiose. Oh waouh. C'est un peu trash, non? Et ça marchait? En fait, ça se fait plus? Ça se fait encore, mais beaucoup moins, mais ça réduisait en fait les symptômes. Mais au bout de 2 ans, ça revenait pareil. Parce que ça partait quoi. Ok. Waouh, ok, non, j'en fait, avais jamais entendu parler de ça. Ça évitait que le sang fluidifie comme avant, quoi, et du coup ça... Poup. Ok. Bon, ouais, je savais pas du tout, quand j'ai lu ça, j'ai fait mais... C'est bizarre quand même. La remise des lunettes. Mais du coup, après, voilà, comme t'as dit, c'est pareil. Tout pareil. Les traitements. Et si jamais, opération, quoi. Mais ça, c'est la dernière... Voilà, c'est le dernier recours, c'est la dernière l'opération, parce qu'au final, dans tous les cas, ça va revenir. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup... c'est très invasif comme opération. Oui. Enfin, au final, pas vraiment, parce que c'est une sorte de mini-caméra, mais c'est quand même quelque chose où, voilà, on vous endort, on vous fait votre truc. Enfin, et sachant que ça revient quelques mois après, c'est un peu... beaucoup de choses pour pas grand-chose. Exactement. Et là, de ce qu'on a parlé avec les petites boules de gel, ça s'appelle l'embolisation. Ok. Si jamais vous voulez aller voir sur internet. Je sais pas s'il y a des photos ou quoi, mais... Non, mais ça va pas, toi. Et du coup, pour finir, l'adénomiose, elle va s'atrophier quand on arrive à la ménopause. Et souvent, après, les symptômes partent et t'en as beaucoup moins, quoi. Donc, c'est pas une maladie que tu gardes à vie, mais tu la gardes quand même pendant très très longtemps, le temps que tu sois menstruée. Ouais, ok. Donc, c'est quand même une grande partie de la vie. Et du coup, pour aussi la vie quotidienne et la gestion de la douleur, pareil, c'est un peu comme l'endométriose, comme tu as expliqué. Mais là, je vais vous partager quelques stratégies pour mieux gérer la maladie. La première, c'est l'alimentation. Je crois qu'Olivia va un peu nous en parler après. Mais tout ce qui est anti-inflammatoire, c'est important de privilégier les aliments riches en oméga 3, éviter les aliments surtransformés et le sucre raffiné, par exemple. Ouais. Mais je pense que ça, tout le monde devrait un peu le faire. Mais c'est vrai que ça aide beaucoup. Après, activité physique adaptée, comme on a dit, des exercices doux, pilates, yoga. Tu peux même aller marcher. La piscine aussi. Ok. Très bien. Parce que du coup, pas d'impact et tout, et t'es bien. Et ça va aider à réduire les douleurs. Et mieux gérer le stress, etc. Ensuite, pour le stress, comme on est en train d'en parler, de la sophrologie. De l'acupuncture, méditation aussi, très bien. Je sais qu'Olivia, elle avait essayé de la sophrologie. Okay. Sur elle, ça n'avait pas trop marché, mais sur certaines personnes, ça marche plutôt pas mal. C'est vrai que c'est très propre à chacun. Mais déjà, faire une activité sportive va vous aider énormément au niveau du stress. Hein. Oui, non mais c'est vrai. Et le dernier, soutien psychologique, être entouré de bons professionnels, être entouré par sa famille. Et bon, si vous avez quelqu'un qui vous dit, comme lui a dit le monsieur, c'est une maladie... une nouvelle maladie, ça part. Mais aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, et je crois qu'on ne lui a même pas posé des questions sur le sujet, ce qui est dommage, mais c'est vrai que pour le conjoint, c'est quelque chose où je trouve qu'il faut être vraiment bien entouré, enfin avoir un bon conjoint qui puisse être là et qui puisse comprendre. Surtout Enfin là, du coup, je parle, parce que dans son cas, c'est un conjoint masculin. C'est vrai que comme eux... Déjà, nous, en tant que femmes, on a des règles, on sait un peu ce que c'est la douleur menstruelle, mais on n'a pas idée du type de douleur que c'est vraiment ce genre de douleur. Donc pour un homme qui n'a pas d'utérus, pas de vagin, qui se rend pas du tout compte de ce que c'est les douleurs quand tu as des contractions utérines, je trouve ça très beau d'avoir quelqu'un qui te soutienne inconditionnellement et qui sans vraiment comprendre ce que tu ressens, mais qui est là et qui te soutient. Et c'est vrai que dans mon entourage, toutes mes copines qui ont des copains et qui ont de l'endométriose ou de l'adénomiose, elles ont des gars qui sont quand même très à l'écoute. Très à l'écoute, et qui, malgré le fait qu'ils comprennent pas, sont très présents et très aux petits soins sur ça. Et jugent pas du tout, et font vraiment à leur vitesse et comment elles veulent, et je trouve ça vraiment bien et génial.
Et bon, en même temps, ça devrait être normal, vous me direz. Mais bon, avec les temps qui courent, on ne sait plus. Mais c'est vrai que pour le coup, moi, je sais que je suis trop contente que justement ces personnes-là soient bien entourées parce que c'est vrai que c'est très... Bah, c'est primordial, quoi. Non, ouais. Eux, ça se passe très bien. Enfin, t'as des périodes un peu plus Évidemment, compliquées, mais comme tout le monde. comme tout le monde. Mais c'est vrai que ça se passe bien, très à l'écoute. En fait, il a beaucoup d'empathie. Ouais. Il est en mode, mais limite, j'aimerais bien prendre ta douleur pour que... Au moins, on la divise, tu vois, parce que je vois que tu souffres. Mais je pense que quand tu vois vraiment quelqu'un souffrir que t'aimes, t'es obligé d'avoir de l'empathie. Oui. Ouais. Mais je crois qu'elle en parle après, des amitiés et tout. Il y avait... Vous allez voir, c'est intéressant. Non, c'est vrai. Les potins. Les potins. Ok, bon du coup là, maintenant, à partir de maintenant, on s'est dit qu'on allait faire plus des types questions-réponses parce que maintenant qu'on vous a bien expliqué Oui. en long, en large et en travers ce que c'est ces maladies. Enfin, il y a encore, en vrai, c'est assez résumé comparé à l'ampleur de ce que c'est. Mais on s'est dit donc du coup qu'on allait faire un peu des questions-réponses et donc du coup un peu sur une première partie les solutions. Et du coup, Olivia, toi, quels étaient un peu les traitements qui t'ont le plus soulagé? Alternative que j'ai essayé. Alors, j'ai essayé plusieurs choses au niveau de la nutrition parce que je suis diététicienne, donc je fais des petits tests des fois. J'ai essayé sans lactose. Alors, je sais qu'au niveau des lactoses, il y a des choses que j'arrive pas à assimiler. Enfin, genre le lait cru comme ça, pas possible. Le fromage, ok. Yaourt, j'arrive à en digérer un par jour. Après, sinon, c'est mort. C'est assez compliqué. Gluten, j'ai essayé une semaine sans gluten. Alors franchement, j'avais vu pas mal d'effets et tout. Oh, mais c'est chiant. En fait, déjà, ça coûte cher et tout. Puis, je sais pas. En fait, je suis pas prête, je crois, encore à passer à l'alimentation sans gluten. Peut-être un jour, hein. Mais là, pas le temps, pardon. Donc, non. Et après, au niveau... après, tous les aliments transformés et tout, c'est pas bon. Après, c'est pas vraiment de base dans mon alimentation. Donc, ça va, mais je sais... Vraiment, j'ai adapté en fonction de moi mes ressentis. Et c'est ce qu'il faut faire. Hein. Faut pas. Là, franchement, c'était la mode de l'alimentation anti-inflammatoire et tout. Mais s'il y a des aliments dans l'alimentation anti-inflammatoire que vous tolérez, mais laissez-les. Franchement, ça sert à rien de faire des choses trop compliquées ou quoi. Chaque femme est différente, quoi. Donc, si vous tolérez ça, laissez-les. Si vous les tolérez pas, vous les enlevez. Et puis, fin du game, quoi. Après, relaxation. Alors, du coup, comme j'ai dit, je suis très stressée, très anxieuse. Donc, c'est pas le top pour l'endométriose. Mais bon, on essaye de faire avec. J'essaye de faire au moins une fois par jour de la cohérence cardiaque. Et ça, en vrai, ça m'aide beaucoup. Mais surtout quand je suis au travail et tout. Parce que moi, l'ambiance du travail, c'est pas top. Franchement, c'est même pourri. Donc, c'est un peu compliqué des fois. Donc, c'est vrai que des fois, la pause entre midi et 2, je n'ai pas beaucoup de pause, j'ai 45 minutes. Mais mes 45 minutes, j'essaie de me trouver 2 minutes pour faire un peu de cohérence cardiaque, quoi, juste souffler un peu. Après, ostéopathe, je suis allée voir. Une ostéopathe de base et une ostéopathe qui était qualifiée dans les maladies... gynécologique. Franchement, c'était pas mal. Faudrait que je reprenne un rendez-vous d'ailleurs. Mais ça fait du bien. Après, y en a plein qui vont voir des psychologues. Et franchement, en vrai, ça serait top que ça soit pris en charge pour les femmes atteintes d'endométriose. Enfin, on a tellement de choses à gérer dans notre petit corps, plus la vie pro ou la vie perso, que ça serait bien. Mais moi, c'est vrai que j'ai jamais fait. Mais il faudrait que j'y pense. Et il n'y a aucune honte d'aller voir un psychologue. D'ailleurs, franchement, tout le monde devrait aller voir un psychologue, même pour parler ou quoi. Après, je suis allée voir... Après, je sais pas si c'est dans les traitements alternatifs, mais là, avec ma sage-femme, on fait une sonde à lumière pulsée. En fait, c'est une sonde que je mets dans le vagin. Donc, c'est à lumière pulsée, donc ça a des propriétés anti-inflammatoires et antalgiques. Et donc, ça, c'est pour m'aider au niveau de l'endométriose que j'ai sur ma cicatrice, qui me fait très mal du coup pendant les rapports. Donc c'est pour m'aider à avoir une vie un peu plus normale sexuellement parlant. Non mais franchement trop intéressant parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte dans les traitements alternatifs de tout ce qu'il y a et je trouve ça trop cool que vous puissiez l'entendre et que même nous, pour savoir un peu et pouvoir mieux aiguiller les personnes et c'est vrai que la lumière pulsée... Moi au début j'y croyais pas trop quand elle me l'a dit, je fais test mais j'avoue que j'en avais jamais trop entendu parler
Et elle est sortie du rendez-vous, elle m'a appelé, elle m'a fait mais ça a trop bien marché et tout, elle pouvait avoir des rapports moins douloureux et tout. Et j'étais en mode nickel. Franchement, tant mieux. Mais c'est vrai que comme elle a expliqué, c'est un peu chacun propre, enfin c'est très propre à chacun. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est pour ça c'est trop intéressant d'aller essayer plein de choses et de vraiment jamais se décourager parce que c'est vrai que même si vous écoutez un peu par exemple là l'histoire d'Olivia en l'occurrence, ce qui marche pour elle ne marchera pas forcément pour vous, mais tout vaut la peine d'être essayé, quoi. Exactement. Et du coup, au niveau de ta vie personnelle, comment ça a affecté tes relations? Ouais, très bonne question parce que je pense que ça doit impacter. Chismé. Et au niveau personnel, alors au niveau amitié, ça m'a vu faire un tri. Mais alors vraiment, être atteinte d'une maladie chronique, c'est faire un tri dans sa vie. Franchement, parce que des fois, oui, c'est compliqué. Je dis que j'ai envie de sortir, par exemple, tel jour. Mais en fait, je me rends compte que ce jour, je peux pas prévoir, mais je suis en pleine crise. Donc, je suis obligée d'annuler. Et ça, il y a des gens qui comprennent pas que je peux pas prévoir quand est-ce que je vais avoir une crise. Donc, oui, des fois, je suis la personne chiante qui annule au dernier moment, mais je peux pas prévoir. Et ça me fait autant chier que vous d'annuler, parce que déjà, je culpabilise de annuler au dernier moment, genre poser un petit lapin, quoi. Et je culpabilise parce que du coup, j'avais envie de sortir, mais je peux pas parce que j'ai une maladie de merde. Donc, c'est pas très cool de faire culpabiliser pour ça, parce qu'au fond, on n'y est pour rien, nous. On souffre le martyre alors qu'on voulait juste s'amuser un peu, aller boire un verre et puis basta. Mais on peut pas. Donc, c'est un peu compliqué, oui. Ça m'a valu pas mal d'amitié dans les fesses. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, en vrai. Au début, c'était compliqué. Hein. Au début, franchement, je le prenais trop mal. Enfin, je culpabilisais vraiment beaucoup. J'étais là, mais je suis une amie nulle, en fait. Mais en fait, non. J'avais juste des amis nuls. C'est pas moi la nulle, c'est eux qui étaient nuls. Donc voilà. Là, j'ai pas beaucoup d'amis, mais franchement, c'est les meilleurs qui peuvent être. Je sais pas si c'est très français, mais voilà. Alors Olivia, vraiment tu nous fais mourir de rire. Mais tu as bien raison dans ta façon de voir les choses, je suis très d'accord. Au final ça fait un tri et c'est très bien. C'est très bien. Et en vrai c'est vrai que pour les gens, j'allais dire les moldus, mais n'importe quoi. Enfin les gens qui n'ont pas cette maladie, c'est vrai que ça va être compliqué. Si vous avez des personnes dans votre entourage qui en sont atteintes, de vraiment se dire ok, c'est des choses qui peuvent se passer, des annulations au dernier moment, ou quand vous partez en voyage, qu'à un moment ça se passe vraiment très mal et qu'il faut que la journée soit changée et que ce soit plus du repos ou autre. Et c'est vrai que je trouve que c'est un bon point de vue de savoir ça, surtout même pour l'entourage qui des fois n'est pas très sensibilisé et se rend pas compte. Ouais, c'est ça. En fait, parce que des fois c'est vraiment en mode ils se rendent pas compte que oui, pour ces personnes-là c'est compliqué, quoi. Ouais. Non, je suis d'accord. Et après, impact vie perso. Alors ma famille aussi, parce que ça faut en parler, la famille. Ça va. Enfin, ma sœur, elle est aussi atteinte d'une maladie. Elle a le syndrome des ovaires polykystiques. Donc après, je suis très proche d'elle. Enfin, franchement, on a 10 ans d'écart. Enfin, elle a 10 ans de plus que moi, mais on est très très proches. Et franchement, elle comprend de ouf. À chaque fois que j'ai un rendez-vous, elle me demande et tout. Puis c'est trop bien, je sais que je peux en parler librement avec elle. Ma mère, à une période, c'était plus compliqué parce que du coup, c'était compliqué, moi, les rapports sexuels avec mon copain, parce que j'avais mal, je ne vais pas me forcer alors que j'ai mal, c'est censé être un plaisir, quoi. Une épreuve ou une douleur. Donc ouais, un peu compliqué, puis elle comprenait pas. Enfin, après, c'est une autre époque. Donc à chaque fois, elle me disait « Oh là là, mais le pauvre Alexis, faut quand même que... Oh là là, mais le pauvre, faut quand même que vous fassiez des choses. » J'étais là, mais maman, je vais pas me forcer ou me forcer à avoir mal. Non. Donc, on s'est pas mal pris la tête par rapport à ça. Elle a fini par comprendre. Donc, basta. Et sinon, après, il reste de ma famille et tout. Mes grands-parents, ils comprennent pas, mais c'est pas la même époque et tout. Donc, ils essayent de comprendre, ils disent oui, d'accord, et puis c'est déjà très bien. Et sinon, mon copain, c'est quand même important, je vis avec lui, donc voilà. Alors, je pense qu'il comprend sans comprendre. Je sais pas comment expliquer. Il comprend parce que il est avec moi au quotidien, donc quand il voit que je suis pas bien et tout, il me dit oui, je vais t'aider et tout. Enfin, franchement, il est top, hein. J'ai rien à lui reprocher.
il fait le ménage, il fait à manger et tout. Quand je suis pas bien, c'est normal. Franchement, c'est normal. Mais je pense qu'il y a tellement peu d'hommes de son âge ou quoi qui feraient ça que, bah voilà. Donc, franchement, il est top. Puis même, bah, du coup, il me force jamais pour avoir un rapport, ce qui est normal aussi. Mais il faut quand même le souligner. Il est très compréhensif sur ça. Puis après, on a trouvé d'autres moyens. Enfin, un rapport sexuel, c'est pas forcément une pénétration, quoi. Donc, il y a d'autres moyens. Donc, sur ça, il n'y a pas trop de soucis. Et après, oui, je disais, il comprend sans comprendre. Il comprend que je suis pas bien, mais je pense qu'il comprend pas vraiment toute cette maladie. Mais bon, on lui en veut pas. J'essaye de lui expliquer, mais bon, après, franchement, c'est compliqué à comprendre quand t'es un homme. Et puis, enfin, même, il y a plein de gens qui comprennent pas, donc je lui en veux pas. Mais il s'implique, hein. Franchement, chaque fois que j'ai un rendez-vous, il me demande ce qui s'est passé, il voudrait m'accompagner tout le temps. Il est très bien. Donc sur ça, je pense que j'ai beaucoup de chance. Donc, je ne me plains pas du tout. Eh ben... Sacrée histoire. Ah oui. Je pensais pas qu'elle allait rentrer autant dans les détails, mais c'est super bien d'être libérée sur ce thème-là. Bah ouais. Non mais en vrai, Ouais, c'est un détail super important parce que c'est quand même une des parties centrales de cette maladie. Oui, mais des fois, il y en a pour certains, c'est très intime, quoi. Oui. Mais c'est vrai que, tu vois, sur le thème de la maman qui dit « Bah oui, mais tu sais, il a des besoins, il faut machin », en fait, c'est là où on voit vraiment la rupture entre une génération qui est pourtant pas si loin de la nôtre. Pas si loin. Et au final, c'est fou, mais c'est vraiment vrai. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont des parents comme ça, qui ne comprennent pas. Et en vrai, en fait, c'est normal. Et je pense que justement, peut-être en écoutant un avis médical, je pense qu'en fait, un avis médical ferait beaucoup. Genre, par exemple, de s'asseoir avec quelqu'un qui a une blouse blanche. Rien que cette image-là, l'autorité un peu de... il y a une certaine... Voilà, et qui explique, bah écoutez, en fait... même, j'avais vu des dessins qu'ils faisaient sur des corps de femmes pour expliquer ce que c'était l'endométriose. Et c'était un peu comme si c'était brûlé à l'intérieur, sur plusieurs zones. Ils avaient vraiment montré ça. Et les gens, ça les avait vraiment impactés parce que de le voir en visuel, une douleur interne, etc., ils avaient dit « Waouh, mais ça a l'air horrible !» Ils faisaient vraiment comme un espèce de... Enfin, c'était vraiment bien fait. Et en fait, je pense que d'avoir vraiment un jour quelqu'un qui explique vraiment bien à une personne, genre si vous bataillez par exemple avec vos parents pour qu'ils comprennent, essayez d'aller les emmener avec vous à un rendez-vous chez un médecin qui explique vraiment ce que c'est, qui montre ou qui a des trucs qui puissent vraiment enseigner ce qui se passe et comment ça se passe pour qu'en fait votre parent ou votre proche puisse vraiment dire « Ok, en fait, je comprends maintenant. » Et du coup, d'avoir un meilleur soutien. Non, je suis d'accord. Mais c'est vrai que tout seul, quand vous-même vous comprenez pas, que personne comprend autour de vous ce qui se passe, etc., c'est super compliqué pour que les gens proches comprennent, si déjà même vous êtes Non, je suis d'accord. à moitié renseigné et à moitié perdu. Et du coup, ensuite, on a une autre question. Est-ce que tu as des conseils pour d'autres femmes qui se trouvent à chercher des réponses face, en fait, à toutes ces maladies ? Alors après, donner des conseils à d'autres femmes ou quoi, enfin moi je suis un petit bébé encore dans ce sujet-là, ça fait que 2 ans que je suis vraiment diagnostiquée, donc je suis un petit bébé d'endométriose, donc je sais pas trop de choses encore, mais en vrai il faut savoir s'écouter. En vrai il faut écouter son corps. Quand notre corps il dit stop, faut arrêter d'essayer d'aller plus loin. Là je parle peut-être pour moi, mais c'est un petit conseil quand même. Genre, si votre corps, il vous dit stop, vous êtes fatigué, vous avez mal, enfin, c'est plus possible, faut savoir dire stop et prendre une vraie pause, quoi. Mais c'est vrai que parfois, c'est pas possible. Mais il faudrait essayer. Et après, pour les femmes qui viennent juste de se faire diagnostiquer, franchement, il y a des comptes Insta. Moi, je suis plusieurs filles sur Instagram. Elles sont top. Elles sont top. Il y en a une, elle s'appelle Fanny. Oh, je sais plus. Mais bref, elle vient d'avoir... Enfin, elle est enceinte et tout. Elle a eu beaucoup d'endométriose. Elle s'est fait opérer. Enfin, bref, franchement, ça fait du bien de voir des femmes positives et tout. S'informer sur le sujet, quand même, c'est cool. Il y a le... Mince, j'arrive pas à parler. Le compte Instagram Endo France. Il y a le site internet aussi. Il y a des associations. Il y a des groupes de parole aussi qui existent. Enfin, moi, j'ai jamais fait. Après, il y a des conférences. Enfin, sur Endo France, on n'est pas obligé de se déplacer pour aller voir des conférences. Je sais que des fois, il y a des lives et tout. Moi, j'avais fait une fois un live. Franchement, c'est hyper intéressant.
des fois, c'est un peu déprimant. Honnêtement, la première fois, ça m'avait déprimée parce qu'il y avait que des femmes qui parlaient d'infertilité ou quoi. Et moi, c'est quelque chose qui me stresse. Mais je me dis, j'ai le temps encore. Donc, j'essaye de pas trop y penser. Parce que je sais pas. Peut-être que ça ira très bien, peut-être que ça ira pas, mais on sait pas. Donc, faut pas y penser. Mais le site EndoFrance est pas mal du tout. Donc, franchement, c'est bien aussi. Et pour les personnes qui aiment lire, il y a plein de livres qui parlent d'endométriose aussi, qui sont bien faits. Moi, j'en ai un. C'est Endométriose, prendre le dessus sur la maladie. Et il est pas mal, franchement, ça se laisse lire et tout, ça fait des petites infos. Et de voir le parcours d'autres femmes qui réussissent à vivre avec, ça fait toujours du bien. Et donc du coup, dans le prochain vocal, Olivia va un peu nous raconter qu'elle va se faire une opération. Ouais. Du coup, et on trouvait ça intéressant de vous le partager avant d'arriver à la conclusion, parce qu'on sait que là, l'épisode commence un peu à durer, mais c'est vrai que c'est un sujet quand même très très intéressant. Là, je vais prochainement me faire opérer de l'endométriose. Il y a plusieurs opérations. Moi, on va pas m'enlever tout le système reproducteur, c'est hors de question. On va juste me gratter par célioscopie. Du coup, ça se fait par voie vaginale pour l'endométriose du vagin. Toutes les zones d'endométriose que j'ai. Et surtout le nodule que j'ai au niveau du rectum, parce que ça me gêne beaucoup. Donc ça, on va me l'enlever par célioscopie. Et donc voilà, la célioscopie, du coup, on fait 3 petits points. On gonfle, et après, on ouvre et on gratte tout. C'était pour simplifier, mais c'est un peu ça. Et après, donc, j'aurai 3 semaines d'arrêt. Je trouve ça énorme. Mais voilà. Après, en France, franchement, moi, j'ai fait plusieurs opérations pour faire un petit lien avec la kiné. Mais pour la bride vaginale, j'ai eu aucune séance de kiné. Alors que franchement, je sais pas, en parlant et tout avec Inès, on s'est dit, ah ouais, c'est un peu bizarre. Et là, même pour je vais me refaire opérer du vagin quand même, plus la célioscopie, j'ai pas de kiné non plus. Je sais pas, parce qu'en France, il faut une ordonnance pour aller voir un kiné. Bon, après, je peux toujours en demander, mais on va me la faire, je pense. Mais voilà, c'était petite info. Oui, moi, je trouve ça un peu insultant de ne pas avoir de la kiné après une opération. Surtout que personne lui en a parlé. Même si elle allait voir son médecin ou quoi, personne lui a dit oui, il faudrait peut-être que tu ailles voir une kiné. Même pour la cicatrice. Moi, c'est ce que je lui avais dit, va te la faire traiter parce que sinon tu peux avoir des petits problèmes. Et ce qui s'était passé, c'est que pendant sa première opération, la cicatrice n'avait pas cicatrisé. Et du coup, elle avait super mal. Et j'étais en mode, mais tu serais restée comme ça super longtemps si elle n'était pas allée voir une kiné, quoi. Ouais. Honnêtement, c'est parce que je pense que même si ça devient de plus en plus utilisé, la kiné périnéale, au final, ça se fait pas encore des masses, et c'est pas encore très bien connu parce que c'est quelque chose de très récent, c'est un peu... Cardio-respiratoire, ça fait déjà plus longtemps que ça existe, même si ça commence vraiment à exploser avec le Covid, etc. Cette partie de la kiné est une branche qui est très très méconnue encore et pas encore assez faite, et pas encore assez... Il n'y a pas encore assez d'études qui prouvent à quel point en fait ça a un impact, quoi. Ah, c'est vrai. Donc voilà, on espère que cet épisode vous a plu, on trouve que c'est un sujet franchement super intéressant et abordé de plus en plus, ce qui est très très bien. Et du coup, on vous mettra sûrement dans la barre de commentaires, on ne sait pas encore de quoi, sur YouTube, Insta, partout, donc les sites... que vous pouvez aller voir si jamais vous êtes attente ou juste si vous voulez avoir plus d'infos. On sait que l'épisode est un peu long, mais c'est un thème où tu peux en parler pendant des heures. C'est vrai. Et voilà, on espère que ça vous a plu. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À bientôt! À bientôt! Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et nous suivre sur Instagram. On se revoit dimanche à 14h.